Bonjour à tous, bienvenue dans Solidaire. Ce mois-ci, émission spéciale. Nous allons parler milieu carcéral, détention, réinsertion. Depuis quelques années, OL Fondation est partenaire, soutient l'association Ensemble contre la récidive. L'occasion de mettre en lumière ce partenariat et de parler de la place du football dans les prisons avec tous mes experts ici dans quelques minutes. Ils sont en plateau, ils sont prêts, mais tout de suite, comme d'habitude, l'actualité des autres opérations d'OL Fondation. C'est le journal d'actu. Voilà pour l'actualité sociale d'OL Fondation, de l'Olympique Lyonnais, une actualité riche. Ces dernières semaines, bonjour Pierre Botton. Bonjour. Merci d'être ici. 602 jours en prison, un choc carcéral qui vous a conduit notamment à créer une association importante. Oui, une association en tout cas qui agit comme d'autres, mais disons avec un peu plus d'innovation que les autres, parce que j'ai un vécu. On va en parler dans cette émission, Ensemble contre la récidive. Bonjour, monsieur Alain Pompigne. Bonjour. Merci d'être présent ici avec nous. Vous êtes le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corba. Tout à fait. Vous allez notamment, on va parler beaucoup d'incarcération, de détention, de conditions de détention, mais on va aussi parler de foot en prison. Oui, le football, ça a une grande place dans la société, donc ça a une grande place dans la prison aussi. Nous avons, depuis que la prison historique de Lyon a migré à l'extérieur de la ville, la chance d'avoir un terrain à peu près aux normes à l'intérieur de la prison et qui est à disposition des détenus pour qu'ils puissent s'y exercer. Depuis 2009, elle est... En mai 2009, effectivement. Mai 2009. Bonjour Henri Lachmann. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir, merci. Vous êtes le président du directoire de Schneider Electric? Non, je suis l'ancien président de Schneider. L'ancien président de Schneider, très bien. Ami de Pierre et surtout partenaire, vous soutenez son association. Depuis combien de temps? 4-5 ans, si vous voulez, je suis sensible à la cause ayant moi-même visité des prisons et je soutiens effectivement le projet de Pierre Botton parce que je pense que les prisons, c'est une honte de la société française. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Bonjour Patrick Marest. Bonjour à vous. Vous êtes l'ancien responsable de l'Observatoire international des prisons. Donc vous connaissez bien le milieu carcéral. On va pouvoir en discuter avec vous. Et notamment aussi de la place des activités un petit peu qu'il y a dans ces prisons, qui sont nécessaires dans ces prisons, comme notamment le football, la place du football dans la prison. Mais tout de suite, on va rentrer dans le cœur du sujet avec ce débat. Pierre, Ensemble contre la récidive, quels sont les enjeux de cette association ? C'est très simple, c'est d'ailleurs des enjeux que tout le monde partage. Voilà, l'administration pénitentiaire les partage aussi. C'est que la première minute de condamnation, pas forcément d'incarcération, soit la première minute de réinsertion. Voilà. Et ensuite, d'essayer de faire en sorte que le grand public, donc là, bien sûr, le foot nous aide beaucoup, puisque notre premier film, c'était Hugo Lloris, qui était dedans, et essayer de faire en sorte que le grand public prenne conscience de cela, et surtout ne détourne pas les yeux des prisons, de ce qui s'y passe et des gens qui sont condamnés, parce qu'on oublie une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ces gens-là ressortent. Sur votre site internet, on peut consulter, il y a un clip où on voit un clip assez perturbant. On voit un agneau, enfin un prisonnier avec une tête d'agneau et qui se transforme peu à peu en loup. C'est ça l'image que vous voulez donner à la prison, aux prisonniers? C'est malheureusement, les derniers événements démontrent que tous les derniers terroristes qu'il y a eu depuis Mohamed Merah, le tueur de Bruxelles et là dernièrement, sont tous passés soit par la case prison et ont été radicalisés, peu importe, en prison. Donc ce qu'on essaye d'envoyer comme message avec une image choquante, entre parenthèses, ce film nous a été offert par l'agence BETC, c'est tout simplement de prendre les gens et de dire attention, occupez-vous des prisons. Sans ça, ces gens-là ressortent et s'ils ressortent pire qu'ils n'y sont rentrés, c'est pas bon pour la société. Un chiffre accablant, 59% des détenus récidives en France. Patrick, c'est un chiffre que vous avez pu constater qui augmente ces dernières années?
Non, qui reste que dramatiquement stable, comme reste dramatiquement stable le regard qu'on pose sur la prison. Une entreprise privée qui aurait 59% d'échecs sur les produits qu'elle nous vend aurait fait banqueroute, faillite, serait fermée depuis longtemps. Nous, ça fait 2 siècles, un peu plus de 2 siècles maintenant, que la prison pour peine existe et qu'elle démontre son inefficacité pour tout un tas de gens. C'est normal. Imaginez une inefficacité, carrément. Oh bah oui, encore une fois, 6 personnes sur 10 y reviennent. Donc c'est que manifestement, on a probablement fait un progrès en passant de mettre les gens entre 4 planches à entre 4 murs, mais il y a quelque chose à inventer. La prison n'existerait pas aujourd'hui, on ne l'inventerait pas. Je pense qu'on aurait l'intelligence collective de ne pas se faire d'illusions sur le fait de quoi attendre de mettre quelqu'un entre 4 murs pendant X jours, X mois ou X années. Je pense qu'on peut faire un peu plus d'efforts, s'inspirer de ce que demande d'ailleurs le Conseil de l'Europe. Tout un tas de gens n'ont pas leur place en prison. Et ça pose d'énormes problèmes que tant de gens différents aillent en prison. L'administration pénitentiaire en premier lieu, ça leur pose des problèmes de gestion. Et le quotidien carcéral est quelque chose qui est improductif. La première campagne de sensibilisation de l'OIP en 1992, si je me souviens bien, disait grosso modo en substance que vient de reprendre le film de Pierre. C'est pour passer du vol au crime, il suffit parfois de passer par la prison. Ben voilà, l'école du crime, on la connaît, elle est identifiée, ça s'appelle la prison. Et je ne crois pas que la société ait grand intérêt à élargir encore le nombre de places de prison, le nombre d'établissements pénitentiaires, et d'y mettre un nombre de gens de plus en plus conséquent, puisque là, on n'a jamais eu autant de détenus en France que maintenant. En tant que directeur de maison d'arrêt, c'est ce que vous constatez, malheureusement, vous aussi. Quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir que vous allez voir entrer des gens qui, derrière, vont certainement recommencer? Et vous allez les revoir et les revoir. Je crois que la prison n'est pas le seul acteur de la récidive, et de loin. La prison ne fait pas que placer entre 4 murs des personnes, mais se mobilise avec des acteurs, on va en parler aujourd'hui, mais aussi des acteurs institutionnels comme les magistrats, comme les enseignants par exemple, ou la formation professionnelle, pour que justement le temps de la prison ne soit pas dans la vacuité, soit un effort qu'on puisse placer au service des personnes détenues pour que justement leur sortie soit possible. Je crois que la prison ne peut pas jouer un jeu de réel acteur contre la récidive si, à l'extérieur, il n'y a pas une énergie suffisante de la société elle-même pour reprendre ces personnes dans le sein de la société. C'est un problème de société alors? Pas qu'un problème de prison? En tout cas, ce n'est pas qu'un problème de prison, et de loin. Est-ce qu'un chef d'entreprise est capable de passer sur un CV, lors d'une embauche, sur 2-3 ans de prison? Est-ce que, on l'a vu, un proviseur, la fonction publique, moi j'ai vu des proviseurs refuser le retour de lycéens ou l'université refuser le retour d'étudiants. Alors que pendant le temps de prison, nous avions mis au point des actions extrêmement importantes pour que la personne puisse continuer ses études et valider les années qu'il passait justement entre 4 murs et pouvoir reprendre au niveau postérieur les études qui avaient été suspendues en raison de l'incarcération. Donc c'est vraiment un problème de société, un problème qui englobe toutes les structures, qu'elles soient privées ou publiques. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre? Ouais. Je pense que c'est un problème. Si vous voulez, je crois très honnêtement qu'avec les moyens qui sont dégagés, on pourrait faire mieux. Voilà, on pourrait faire mieux. Très honnêtement, on pourrait faire mieux. Je crois que cette oisiveté qui est très présente, il faut savoir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, nous, on pousse beaucoup. Il y a tout un ensemble de choses. Je vais prendre un exemple, puisque Henri Lachmann a la gentillesse d'être là et de soutenir notre action. Schneider Electric est prête à donner, cette entreprise est prête à donner du travail en prison. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous donnez du travail en prison, d'abord, vous passez à peu près 3 heures entre les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur, c'est inacceptable pour un entrepreneur. Et puis l'autre chose, c'est que nous, pour la première fois, on a payé des détenus au SMIC. Donc là, lorsqu'on a refait le terrain de Fresnes, et une entreprise comme Schneider Electric, qui a, je crois, 180 000 employés dans le monde, ne peut pas se permettre d'employer des gens qui ne soient pas au SMIC. Donc,
là, quand même, il y a quelque chose, si vous voulez, moi, qui me choque, et Patrick Marès a raison, et c'est pas du tout le fait des directeurs de prison hein, qui gèrent une situation, d'ailleurs, très honnêtement, parfois, on se défausse sur eux, et tant qu'il n'y a pas de bruit, on les laisse faire. Mais les pouvoirs publics, là-dessus, ont des fautes colossales. Quand on donne des PPP, des partenariats publics-privés, à des entreprises qui gagnent énormément d'argent à l'intérieur des prisons et qu'ils continuent à payer, à payer les détenus à des salaires de misère, le gars qui a une condamnation, il n'a pas considération pour son travail, il ne retourne pas l'estime de lui-même. Et là, quand même, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Le droit du travail n'existe pas en prison, hein, c'est ce que vous me disiez. Non, aucun droit du dehors n'existe dedans, hein, c'est pas comme ça. Il faut avoir bien en tête une chose, ce qui n'est pas interdit dehors est autorisé. Dedans, c'est l'inverse. Tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Donc c'est une société qui vit à rebours de la société dans laquelle on dit on va les aider à y revenir et respecter les lois. Donc quelque chose déjà qui est cul par-dessus tête. Et puis après, il y a le mauvais exemple que donne l'État français. La fonction publique ne croit pas du tout à la fonction dévolue à la prison qui est de la réinsertion, puisque quelqu'un qui a un casier judiciaire ne peut pas être embauché par l'État. Donc vous voyez, l'État lui-même donne le mauvais exemple. Monsieur a raison quand il dit « nous on se bat pour essayer de former les gens à l'intérieur », mais quand ils sortent, ça ne sert à rien. Le diplôme n'est pas reconnu. C'est exactement ça. On peut imaginer que le secteur privé, au travers de M. Lachmann, peut faire des efforts pour regarder différemment un CV et accompagner, lui mettre le pied à l'étrier. Mais enfin, on attend de l'État français, de la fonction publique, des pouvoirs publics, qu'il donne l'exemple en la matière. Je crois que ça ouvrirait une perspective intéressante que nenni. C'est une cause impopulaire aussi. Hein. Pas tant que ça, hein, si vous avez des gens comme Henri. Non, mais justement, mais vous allez chercher, vous êtes obligé d'aller chercher des personnalités. On va le voir, notamment un message, vous en parliez tout à l'heure, de Jean-Pierre Foucault. C'est un petit peu votre leitmotiv, votre devise de l'association. On l'écoute. Il faut que la première minute d'incarcération soit en même temps la première minute de réinsertion. Henri Lachmann est à côté de vous. L'Olympique Lyonnais aussi est partenaire. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui sur la chaîne. Ce qui veut dire que vous êtes obligé, pour vous faire entendre, d'aller chercher des personnalités aussi, Pierre. Henri, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez accepté, comment ça s'est passé, pourquoi vous soutenez cette cause impopulaire pour moi? Bon, d'abord, personnalité ou pas, je pense qu'il faut toujours des locomotives pour tirer les trains. Donc, à partir du moment où vous avez un projet, il vous faut quelques leaders pour le tirer. Deuxièmement, je vous disais tout à l'heure que pour moi, la prison, c'était une des hontes de la société française, mais c'est aussi une des hontes parce que ça ne prépare pas à la réinsertion. Et je crois que la réinsertion est un travail collectif auquel les entreprises doivent contribuer. Encore faut-il que les règlements le permettent. Moi, je suis par exemple un apôtre de l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation en dehors de la prison. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas former des hommes et des femmes, et notamment des jeunes, à une qualification, à un métier. Et ce monde clos est un monde qui ne permet pas la réinsertion. Pour moi, un condamné à une courte peine devient quasiment systématiquement un condamné à perpétuité parce que, quelque part, la société a décidé de le rejeter. Pourquoi vous venez chercher Pierre Vauton, enfin vous associez avec l'Olympique Lyonnais? Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu. D'abord, c'est une très belle histoire d'amitié avec Jean-Michel Aulas. Quand je suis sorti de prison, j'avais absolument plus rien. Tous les gens m'avaient tourné le dos. Et puis, il y avait un match de foot et je voulais assister au match de foot. Et Jean-Michel, enfin la secrétaire de Jean-Michel m'a dit « Ben oui, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, vous faites passer des places ». Et je répète, tout le monde me tournait le dos et la place qui m'avait été choisie était à ses côtés en tribune officielle. Donc ce n'est pas des choses qu'on oublie facilement. Et ensuite, ce n'est pas un secret de penser que le football et les footballeurs aujourd'hui, après on dit c'est bien ou c'est pas bien, c'est autre chose, mais sont des exemples pour beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes des quartiers. Beaucoup de jeunes donc il faut qu'ils écoutent
ce discours. Et je veux remercier ici Monsieur Pompine, qui est donc directeur de la maison d'arrêt de Corba, de nous avoir permis de faire des entraînements donc, tous les jeudis pour finir sur un match. Puis après, j'espère qu'on ira, parce que là, on n'a que 20 détenus sur près de 1000, hein, M. Pompine, je crois. Combien vous en avez ? On en reparlera. Oui, mais voilà, l'important, si vous voulez, c'est que je crois qu'il faut qu'il y ait... C'est vrai pour tout, hein, on va présenter beaucoup de programmes. Il faut qu'il y ait une identification différente. Quand vous êtes en prison, vous êtes particulièrement fragilisé. Donc, soit vous identifiez aux gars qui vous aident à côté. Je raconte souvent cette opération. Moi, je suis antimilitariste. Eh bien, en prison, j'ai réussi à être lié à Bob Denard, qui est un mercenaire. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Quelles sont justement les problématiques en prison? La toute première, on peut dire, vous en avez un petit peu parlé, c'est la surpopulation. On va regarder les chiffres et ça ne va pas en s'arrangeant, cette surpopulation, puisque aujourd'hui, vous voyez, 67 700 personnes en prison, à peu près. Enfin, en 2014, c'était ce qui était estimé. Pour 57 500 places. Ça va être ça. C'est ça? Ah oui, non, c'est pas ça. Ouais. Du tout. Alors Alain, il me dit que c'est ça, vous non? Alors, Ah non, ça c'est la vision officielle. Il y a 67 000 détenus dans 57 000 places. Très bien. Sauf que la question, la surpopulation ne se mesure pas en termes de places, elle se mesure, surtout depuis la loi pénitentiaire, et en fait depuis 1875 que le Parlement l'a décidé, en termes d'encellulement individuel. Combien y a-t-il de cellules individuelles dans les prisons françaises? 49 000. Donc le vrai chiffre de la surpopulation, c'est celui-là. C'est 67 700, en fait 66 600 à l'heure où on parle, moins 49 000 cellules. Voilà le nombre de détenus en surnombre dans les prisons françaises. Quand on sait que 46 000 détenus sont dans les maisons d'arrêt, c'est le lieu de la surpopulation, les maisons d'arrêt. Ce n'est pas les établissements pour peine qui sont surpeuplés, hein. C'est les maisons d'arrêt. 46 000 détenus. Il y a 20 000 d'entre eux qui sont là pour une peine de moins d'1 an. Bien. Pour qui toute autre alternative serait bénéfique. On enlèverait ces 20 000 détenus des maisons d'arrêt, il nous reste 26 000 détenus. Il se trouve qu'il y a 27 000 places en maison d'arrêt. Vous voyez, 27 000 cellules, pardon. On serait tranquille. Il n'y aurait pas de surpopulation. Donc la surpopulation, c'est un problème que se crée tout seul la République française en raisonnant très mal. On a la culture du cachot, il faut absolument qu'on enferme les gens. On a la culture de penser qu'on a un médicament universel qui est la prison. Aussi bien l'abus de biens social, le violeur de petites filles, le voleur de bicyclettes, l'étranger sans papier, le jeune toxico, allez hop, tout ça, c'est la même chose en prison. Permis de conduire maintenant. Permis de conduire maintenant. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui doit interroger la raison. On ne peut pas imaginer que la même sanction est valable pour tout un tas de gens et de situations aussi différentes que cela. Donc il faudrait utiliser la prison de façon beaucoup plus nuancée, la réserver aux crimes les plus graves, aux crimes, pas aux atteintes aux biens, et on n'aurait pas de problème de manque de prison, on en a trop de prisons. Pas le problème de manque de surveillants, il y a trop de surveillants. Il n'y a pas assez de travailleurs sociaux. On dit qu'il manque encore des places. Non, plus de 20 000 places. On ne manque pas de prison, on ne manque pas de surveillants, on manque probablement beaucoup de travailleurs sociaux et il y a trop de détenus. Voilà. C'est ce que nous dit le Conseil de l'Europe depuis 20 ans. Il faut peut-être à un moment donné l'entendre. L'approche est différente, effectivement, si on pense qu'il y a trop de détenus ou pas assez de places. Ça dépend de où on se place. Ça dépend de où on se place. Aujourd'hui, les magistrats, donc, effectivement, utilisent un code pénal qui prévoit la peine d'emprisonnement. Hein, et de la cellule individuelle. Et qui, forcément, met en place aussi, autant que faire se peut, un aménagement de peine avant même l'entrée en prison. La situation sociale, voire même la demande la possibilité de certains condamnés ne peut pas permettre de mettre en place des alternatives à l'emprisonnement comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique. Alors effectivement, les prisons aujourd'hui, on construit des prisons avec des cellules individuelles qui, comme à Corba, pour certains d'entre eux, pour trop d'entre ces cellules en tout cas, sont occupées par 2 détenus. Nous travaillons avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation et des associations extérieures pour que le maximum d'aménagement de peine permette aux condamnés de quitter avant la fin de peine la prison. C'est la politique pénale actuelle. Oui, aménagement de peine. La loi du 14 août dernier, du 14 août 2014, donc, permet de plus en plus
et même oblige les magistrats, en tout cas, à se pencher sur le problème de la sortie de la prison pour les condamnés, en particulier condamnés à des courtes et moyennes peines. Et nous essayons, avec des partenariats, de trouver des solutions et des situations entendables pour que les personnes puissent le quitter. Un petit complément. Tant qu'on raisonnera en termes d'alternative à la prison, c'est-à-dire qu'on laissera au juge la possibilité, pour la même peine, pour la même sanction, pour la même infraction, de choisir soit la prison, soit une peine alternative, en fonction du climat ambiant, de l'ambiance sociale, politique, il choisira plutôt l'un ou plutôt l'autre à droit constant. Il faut passer à un substitut à la prison. Il faut substituer à la prison, ça devait être la loi pénale de Mme Taubira. Ce n'est pas la loi pénale de Taubira. À la fin, la contrainte pénale, qui ne devait pas être une quelconque sanction en référence à la prison, est totalement ancrée à la sanction. Il y en a 320 aujourd'hui qui ont été prononcés. Il y en aura 1000 par an à tout casser. Ça s'ajoutera aux 20 000 bracelets électroniques qui sont aujourd'hui des gens qui ne sont pas en moins en prison. Sinon, il n'y aurait pas 66 000 détenus, il y en aurait 40 000, il y en aurait 46 000. Donc il y a bien une politique pénale qui affirme réaliser que la prison, ça ne marche pas, et puis qui ne sait pas faire autrement ou qui ne veut pas faire autrement. À la finale, ce sont des détenus. C'est qu'elle ne veut pas faire, c'est une volonté. Elle n'a pas le courage de passer à autre chose. Et autrement dit, on entasse des détenus, on leur impose des situations dantesques, des surveillants dans des situations on ne peut plus pénible aussi, et tout ça ne produit rien de bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Pierre, c'est pour ça aussi votre combat pour les petites peines. On en parlera en détail, on va le voir sur les images, mais je voudrais qu'on regarde les chiffres. Patrick a complètement raison. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Il y a de plus en plus de détenus qui font moins d'un an, enfin qui ont des peines de moins d'un an. En 2014, c'était pas le cas. Hein. Vous êtes d'accord avec ce chiffre, Patrick? C'était pas le cas en 2004, et aujourd'hui, c'est eux qui sont les plus nombreux en prison. C'est pour eux notamment que vous voulez œuvrer. Mais je ne sais pas si M. Pompigny est autorisé à le dire, mais aujourd'hui, vous avez combien de places pour combien de détenus? Vous êtes autorisé à le dire? Ah ben, je suis autorisé, évidemment. Il y a 800 détenus pour 690 places. Et combien de cellules? Pour 630 cellules. Alors ça, c'est quand même un changement. Hein. Merci, M. Pompigny. C'est un changement parce qu'il y a très peu de temps qu'on a des directeurs de prison qui voilà. Il y a, je dirais, pas très longtemps, 5-6 ans, on masquait ça, et moi je mène un combat en plus pour qu'on libère la parole des directeurs de prison, parce que quand ils ont une carrure, ça sert toujours au débat. Mais effectivement, aujourd'hui, combien il y a de gens inférieurs à moins d'un an chez vous, monsieur? Non, mais les chiffres qui sont sur ce tableau sont sûrement exacts, ils sont pas discutables. La problématique, c'est plus quelle est l'évolution de la société, parce que le pénal aussi, c'est l'illustration de ce qui se passe dehors. Hein. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait qu'il y a peut-être une crise sociale à l'extérieur qui fait que des gens sont bien dans des situations qui vont amener peut-être des passages à l'acte qu'on trouve pas à d'autres périodes. Et peut-être aussi que les capacités justement de réinsérer avant la prison des personnes qui sont un peu en errance ou dans une entrée dans la délinquance sont moins possibles aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. En tout cas, je ne sais pas si l'actualité va vous aider, Pierre, à mener à bout vos projets, mais il y a un projet qui va bientôt sortir de terre, justement pour ces primo-délinquants. On va regarder ce que veut dire exactement primo-délinquant, parce que c'est pas forcément évident. Donc, ce que vous allez mettre en place comme prison anti-récidive entre... C'est pas une prison, hein. C'est très important. Non, c'est très important. C'est pas une prison. D'abord, voilà, nos deux premiers partenaires sont Schneider Electric, qui va assurer la formation. Donc c'est très important parce que là, les juges d'application des peines sont avec nous. Madame Gors, la directrice de l'administration pénitentiaire. La formation et l'accompagnement à trouver un emploi. Tout à fait. Et j'espère ensuite le travail pour que cet emploi dure. Oui, trouver un emploi. Il faut qu'on les mène jusqu'à l'emploi. C'est le but. Oui, alors vous comprenez bien que c'est un peu... J'ai compris très rapidement, étant assez pragmatique, que faire entrer les grandes entreprises en prison, c'était très difficile. Je vais donner juste un exemple. Henri Lachmann a visité Fresnes. Il a absolument rien dit, hein. Mais il a quand même attendu 45 minutes à l'extérieur avant de pouvoir juste franchir le pas de la porte. Donc, quand vous faites ça pour d'autres, c'est compliqué. Voilà, c'est des gens qui sont très, très occupés. Voilà, nous, nos partenaires sont des gens qui sont très, très occupés. Et si vous faites... Encore un autre exemple.
quand on a fait les travaux à Fresnes, eh bien, les ouvriers se présentaient à 8 heures, mais n'étaient au travail qu'à 9h30. Et ils devaient quitter le chantier à 16h30, le temps de retour rapatrié et tout ça, et étaient dehors à 18h. C'est impossible de travailler dans ces conditions-là. Donc soit on décide, et ça c'est la volonté de Mme Taubira, c'est-à-dire soit elle le fait, soit elle ne le fait pas. Il ne faut pas être dans les paroles. Très souvent, les paroles sont justes, mais les actes sont faux. Et donc soit on ouvre les prisons au monde extérieur, et on décide de l'accueillir, c'est-à-dire on décide quand... c'est parce qu'il est là, hein, voilà. On décide que quand Henri Lachmann est quelqu'un qui peut pourvoir énormément d'emplois, de formation, en plus il l'a dit, c'est son dada, eh bien on met le tapis rouge, pas question de tapis rouge, mais on facilite les choses à lui et à ses collaborateurs. J'ai très vite compris que c'était totalement impossible, très vite. Vous aussi, Henri, vous avez remarqué ça? Non, moi je découvre, si vous voulez. Moi je découvre. Quelle est votre impression? Ouais, l'impression en prison, c'est assez déplorable. Mais quelque part, je crois que vous avez raison, c'est la société qui est en cause. Hein, c'est la société qui est en cause. Quand vous avez 150 000 gosses qui sortent tous les ans du système éducatif sans qualification ni diplôme, sur des promotions de 800 000, automatiquement, vous créez de la délinquance. Vous créez de la délinquance parce que ces gosses sont en déshérence, sont déportés de la société. Et ça continue tout du long jusqu'à la prison. Et ça continue dans la prison. On déporte. Je crois qu'il est important de dire que le passage de la porte de la prison n'est pas un joug sur lequel on prend du plaisir à faire passer les gens, à faire patienter les gens. Une maison d'arrêt, justement, comme Fresnes, comme Corba, accueille, effectivement, vous l'avez montré, une part importante de condamnés à des petites peines, mais aussi, parce qu'il y a cette mixité, des gens extrêmement dangereux. Et notre métier, c'est de conserver à l'intérieur des murs, dans une parfaite sécurité, ces gens-là. Et j'entends bien qu'il faut favoriser la formation, ou encore plus, parce que je crois que c'est déjà fait, sûrement pas suffisamment. Mais on ne peut pas non plus le faire au détriment de la sécurité à l'intérieur même des établissements. Les portes d'accès dans une prison, vous savez, sur Corba, c'est à peu près 300-400 personnes qui passent et qui sortent chaque jour à pied de la prison, entre les parloirs, entre les gens qui viennent en mission. Donc c'est une vraie gageure de trouver de bonnes conditions pour accueillir à l'intérieur des murs des chantiers ou des actions de formation. Patrick, je donnerai la parole après, mais je voudrais qu'on parle quand même de ce nouveau centre. Alors, vous allez nous expliquer, parce que l'Olympique Lyonnais est derrière aussi, Henri Lachmann, vous l'avez dit. Total. Ils sont derrière Sport dans la ville, aussi. Oui, tout à fait. Ouais, vous faites bien de le rappeler, c'est bien. C'est une association formidable. Oui, c'est vrai. Qui lutte aussi pour l'insertion. Mais c'est au début, c'est sûr. Ça fait partie de notre problème. Tout à fait. Ou de nos solutions, d'ailleurs. Alors, on soutenait un centre qui devait se faire à Saint-Julien, et il y a eu un changement de politique. Donc là, vous allez pouvoir nous commenter. Ça devait être à Saint-Julien. C'est très important. Là, on a eu les gens qui nous écoutent doivent se rappeler de ce que c'était ce centre de Saint-Julien, qui là était une prison. Puis le président a changé, et on est arrivé quand même dans une politique qui était une politique qui avait envie de ne pas incarcérer les gens qu'on devait mettre dans cette prison ouverte. Donc, on a extrapolé de ce projet-là. C'est la loi Taubira. Oui, c'est ça. C'est une extrapolation de la loi Taubira, voilà. Et voilà le nouveau projet. Voilà le nouveau projet, donc qui n'est pas une prison, qui est un centre de prévention de la récidive, dans laquelle les gens sont des condamnés. Il y a plein de possibilités. C'est dans les mains des SPIP, des services de probation, et des juges d'application des peines. Donc, soit c'est des gens qui sont, parce que la loi, effectivement, aujourd'hui, permet à 2/3 de peine de sortir presque automatiquement, faut-il encore accepter de sortir, soit éviter un bracelet électronique et venir ici, et c'est quelque chose qui est lié à la contrainte pénale. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes ici, vous avez... Qu'est-ce qui va se passer ici vous allez suivre une formation Schneider Electric, mais vous allez également être encadré par des médecins, des psys. Vous allez également suivre une formation informatique, suivre une formation d'alphabétisation. Vous allez pouvoir également passer sur simulateur, soit avoir des cours de permis de conduire, du sport, parce que vous comprenez bien que ces gamins, parce qu'on s'attache plutôt aux jeunes, ça va être très difficile de les maintenir leur attention pendant 7 heures pour une formation au métier d'électricien. Ils ont besoin de sortir. Donc là, l'attrait de l'Olympique Lyonnais est fondamental.
fondamentale. Et l'attrait des ateliers théâtre également, dans lequel Pierre Arditi nous aide et tous les gens du show business nous aident. Je vous explique pourquoi. Parce que bien sûr que vous allez être là en train de faire de la formation et tout ça, mais vous allez... Et la chose extraordinaire de ce projet, c'est que dans le même local, donc même si la peine est terminée, dans le même local, vous allez avoir les ateliers de prévention de la récidive, où le travail est fourni par Schneider Electric, et où nous allons pouvoir embaucher les gars qui sortent de telle façon à ce qu'ils travaillent et qu'ils conservent le même encadrement. C'est clé. Le tutorat est absolument clé. Il faut que les gens... Oui, l'accompagnement. Il faut que les gars puissent s'identifier, parler avec quelqu'un, toujours là. Et ils vont pouvoir profiter des mêmes choses et peut-être même être un exemple pour les prochains. Alors, ça sera à titre d'expérimentation. Ah, ça, c'est clair que c'est clair. Ouverture dans 2 mois à peu près. Oui, même avant, je pense. Je pense qu'on ouvrira le 15 mars. Sur le conseil des juges d'application des peines, on va monter en puissance tout doucement. Voilà, c'est un centre pour lequel moi j'avais 250 emplois. Hein. On avait Hermès, on avait AXA, on avait Orange. J'ai beaucoup M6, j'ai beaucoup écouté et on m'a conseillé de commencer avec un seul atelier et de monter en puissance. Et donc on a fait avec notre plus fidèle soutien, en tout cas engagé dans la cause. Le plus fidèle sur le terrain, en tout cas, le plus engagé sur le terrain, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Qu'est-ce que vous allez faire exactement dans cette prison de Saint-Quentin-Fallavier? Juste pour réagir. C'est pas une prison, hein, Karine. Oui, pardon, c'est un centre de probation. Je vais absolument le reprendre parce que c'est un centre de prévention de la récidive. Ce n'est pas une prison. Ça me faisait très mal, moi, ancien détenu, qu'on soit une prison. Vous faites bien de le rappeler. Nous allons faire 2 choses. Former les jeunes à un métier et je dirais aussi un certain savoir-être et savoir-vivre. Et deuxièmement, les accompagner jusqu'à l'emploi. Je crois qu'il est fondamental qu'on les accompagne jusqu'à l'emploi. Il faut pas les laisser tomber parce qu'ils tomberont. Si vous ne les aidez pas à trouver un emploi, je ne dis pas à chercher un emploi, à trouver un emploi, ils retomberont. Cela d'autant plus que la société française, et moi j'apprenais que le service public, comme dans beaucoup d'autres domaines, est totalement excluant. Vous parlez tout à l'heure de mon dada à l'apprentissage, les services publics ne prennent pas d'apprentis, ou quasiment pas. Et donc la société française est excluante, donc il faut qu'on aille jusqu'à l'emploi avec ces donc jeunes que l'on forme. Vous êtes engagé pour 1000 emplois non, au total? Non. Sur Saint-Quentin-Fallavier. Sur Saint-Quentin, ils sont... Mais d'ailleurs, nous, on ne pourrait pas les absorber, hein, vous avez vu le local. Non, ils sont engagés sur... Mais le projet, il est bien plus vaste. Alors le projet... Là, c'est de l'expérimentation. Oui, là, on est sur une expérimentation. Ce qui est extraordinaire, c'est que les pouvoirs publics... Là, on ne va pas parler, mais surtout s'ils ne sont pas là. Allez-y, Henri. Non, mais le problème, c'est une question de formation et d'accompagnement, parce qu'ils sont paumés, ces jeunes. Hein. Ils sont paumés. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut également leur enseigner un certain savoir-être, un savoir-vivre, certaines règles. Et le sport y contribue. Et l'OL y contribue. Mais il faut aller jusqu'à l'emploi. Si vous n'allez pas jusqu'à l'emploi, ils seront exclus parce que un DRH privilégiera toujours quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire par rapport à quelqu'un qui a un casier judiciaire. Dans une période où vous avez 10% de chômage, c'est facile. Hein. Patrick, un mot avant de passer à cette dernière partie d'émission. Il y a un double enjeu, un enjeu de généralisation et un enjeu d'exemplarité. La généralisation, parce qu'en fait, Pierre n'invente rien. Tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui a l'impression d'inventer la même chose, réinventer la même chose. La pénitentiaire est un petit monde de peu d'idées, mais d'idées éternellement ressassées, disait l'un des directeurs de prison, qui est aujourd'hui à l'administration pénitentiaire et qui en est son historien. À Saint-Maur, depuis des années, des détenus restaurent les archives de l'INA, sont payés au SMIC, avec un contrat de travail et sont embauchés à la sortie par l'INA. Donc nos 2 amis-là veulent reproduire ça à l'identique. L'enjeu, c'est que ça soit autorisé dans les mêmes termes. On n'est plus dérogatoire du droit commun, on est dans le droit commun. Dans le droit commun, premièrement. Le droit du travail. Deuxièmement, une fois qu'on a fait le bilan de cette expérience-là, on ne tortille pas des fesses, on généralise. Premier, c'est la généralisation. 2, l'exemplarité. Parce qu'encore une fois, la fonction publique donne le contre-exemple. Donc il faut que si des entreprises privées sont capables de faire cet effort-là et de le réussir, que les pouvoirs publics se bougent les fesses encore une fois et disent « c'en est fini de cette exclusion » qui prouve d'ailleurs qu'on ne croit pas à la mission qu'on confie à la prison.
Nous, le législateur, on ne croit pas à la mission qu'on confie à la prison de réinsertion, puisque nous-mêmes, on prévoit une incapacité pour la fonction publique de mettre le pied à l'étrier pour les sortants de prison. Il y a quelque chose d'aberrant et d'illogique, de contradictoire. Donc ça passe aussi par ces partenariats privés, l'évolution de la prison. Allez, petite pause, on va regarder une interview, on a rendez-vous tous les mois avec un joueur ou une joueuse, et c'est une interview un petit peu décalée sur les valeurs de cette joueur et cette joueuse. Vous parliez de savoir-être, de savoir-vivre, c'est ça aussi que vous allez inculquer dans ces nouveaux centres. Pierre, Patrick et tout le monde, eh bien on va écouter un petit peu aussi le savoir-être, les valeurs des footeux, de nos footballeurs. Écoutez, c'est un gardien de but qui s'est prêté au jeu pour ce mois-ci. Voilà, Pierre, on a vu notre gardien de foot. Hein, on a vu en début d'émission le partenariat avec l'OL et Hugo Lloris, le clip que vous aviez fait. Voilà, c'était aussi un très très beau partenariat. Aujourd'hui, vous développez avec la prison, la maison d'arrêt de Lyon-Corba, OL Fondation et Ensemble contre la récidive. Une belle initiative. Ce sont des séances de foot qui vont aboutir sur un match le 5 mars, c'est ça ? Oui, c'est cela. Donc, Pierre Botton et son association ont permis donc la mise en œuvre de ce projet auquel j'ai adhéré très rapidement parce que, à mon avis, il apporte justement ce qui manque vraiment dans la prison, c'est-à-dire la société en vrai, quoi. Hein, et là, c'est ce qu'il y a de mieux dans la société qui arrive. Alors, il y a 6 entraînements les jeudis après-midi. Donc, les entraîneurs de l'OL préparent notre équipe, hein, une vingtaine de détenus qui se donnent vraiment à fond, hein, pour être au meilleur niveau possible. Et le 5 mars, donc, il y aura une équipe d'anciens joueurs, de personnalités, de vétérans, on verra bien, hein, avec Raymond Domenech a annoncé. Voilà, il viendra. Franchement, il nous a jamais laissé tomber. Hein. Qui viendront les affronter et dans un match qui sera haut en couleur, mais surtout intéressant au niveau du positionnement justement des personnes détenues dans la société, de la valorisation qu'ils pourront avoir. Alors, il y a peut-être que 20 détenus sur les 800, mais je peux vous assurer que ça rejaillit sur l'ensemble de la population détenue. Patrick ? Oui, pourquoi 20 parmi les 800 ? Pourquoi parce qu'il fallait faire une équipe, et une équipe, je pense aussi, il y a un facteur de cohésion, un facteur d'entraînement qui est nécessaire, mais c'est aussi une première étape. Ouais. C'est 2 mois à peu près moins de 2 mois de projet. Il a fallu écrire ce projet. Hein. On l'a fait sur un coin de table ici même avec Pierre Botton et avec le staff de l'OL. Voilà, nous c'est une première idée. Pour l'instant, c'est un parfait succès. Hein, et ça ne pourra qu'amener d'autres projets si la Fondation OL et puis Ensemble contre la récidive nous le permettent. Alors, on va regarder un reportage justement pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Donc, je rappelle le principe, tous les jeudis, pendant 6 jeudis de suite, eh bien, des membres de l'Olympique Lyonnais, du staff ou des anciens joueurs viennent faire une séance à la prison, à la maison d'arrêt de Corba. Regardez. Faut rapprocher un peu. On se présente. Je m'appelle Bruno Genesio, je suis entraîneur adjoint à Lyon. Bonjour à tous. Déjà, Chris, je suis en stage de formateur d'entraîneur. Donc aujourd'hui, je suis avec le U15, excellent entraîneur, c'est Cyril Deutsch. On a 3 bâtiments hommes, MH1, MH2, MH3. On essaie de prendre 7 de chaque. Quoi. Le choix est très difficile puisque on a grosso modo 300 détenus qui aiment le foot, vraiment. On prend les footeux, d'une part, mais ça dépend aussi et beaucoup du comportement, puisqu'on va surtout prendre des personnes qui ont un comportement irréprochable. Voilà, aller là où c'est libre, là où il y a de l'espace, quand on croise les partenaires. On travaille son dribble, sa conservation de balle. Je donne à quelqu'un sans chasuble, il rentre dans le jeu. Moi, quand je donne le ballon hors du jeu, je rentre dans le jeu. D'accord ? Les chasubles, un ballon pour vous. Les sans chasubles, un ballon pour vous.
L'OL est une institution ici, donc le foot représente une grosse partie de la vie des détenus, quoi. Et après, une fois qu'on est enfermé, il y a, à part les liens familiaux, on se rabat sur le sport. Quand il y a l'OL qui intervient en maison d'arrêt, on est plus motivé à faire voir ce qu'on sait faire. C'est gentil de la part de l'AS aussi, parce que c'est bien parce qu'il donne beaucoup de chance aux jeunes, moi je trouve. Il a donné beaucoup de chance aux jeunes, il y a pas mal de jeunes, maintenant ils ont leur chance. On peut participer dans le club, on se sent lyonnais, ça nous donne une fierté. En prison, c'est rare qu'ils nous ramènent des gens comme ça. Ça veut dire là, ça nous fait du bien, on est tous contents, ça nous ouvre bien la tête et après on rentre en cellule et on est content. Tous contents, tous heureux. On fait ça à 3 touches maxi pour commencer. C'est parti. On se déplace, ça joue. Allez, voilà. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué ça. On se montre bien entre deux. Voilà, on donne et on bouge. Elle a été touchée, on change. Allez, venez. Jeanne. Allez. Blue. Bravo, bravo. On a été agréablement surpris parce que c'était un bon niveau quand même. Et puis ils ont été à l'écoute, donc c'était positif. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a oublié le lieu où on était pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie peut-être, je ne sais pas combien de temps on a fait. Et je pense que pour eux c'est pareil, donc c'est surtout ça qui est très positif, je pense. Ils nous ont fait part un petit peu du fait que de l'extérieur on ne les prenne pas pour des gens normaux. Donc ils sont tout à fait normaux et puis humainement je les ai trouvés très à l'écoute avec des valeurs parce qu'on donne des règles, on édicte des choses et ils savent le respecter. Donc c'est comme disait Chris, c'est une expérience riche de ce côté-là aussi. Allez on roule les gars, par là-bas. Magnifique. 1-0 jaune, Chris 1-0 pour nous. Quand j'étais là au milieu pour animer la séance, tout ça avec Cyril, ils ont été toujours respectueux, ils ont été toujours à l'écoute. Donc c'est ça, sont des valeurs que même si on est dans la prison, ils vont respecter toujours. Moi, j'ai pas ressenti du tout d'animosité ou d'avoir besoin d'un rapport de force. C'était très. Et tout de suite, beaucoup de respect. Et ils ont appliqué une grande concentration et beaucoup de rigueur tout ce qu'on a demandé. Allez, ça joue. Ouais, là, de côté, voilà. Ouais, devant. Voilà, va, platir. Ah, dommage, c'était bien joué aussi. Allez, il faut revenir, il faut défendre, allez. Le foot, comme je dis, ça nous permet de nous évader. Ça nous permet de se rassembler tous ensemble parce que, bon, mis à part les promenades, il n'y a aucun plaisir qu'on fait entre nous. Déjà, ça te fait sortir de la cellule et vu que la plupart des gens qui sont là, ils aiment le foot, ils ont tout le temps joué au foot. Donc voilà, ça fait que embellir la prison, comment dire. Faire des choses qu'on faisait dehors, jouer au ballon. Voilà, heureusement qu'il y a ça parce que sinon il y a beaucoup qui pèteraient un câble, quoi. On se sent pas oublié un peu, on reste des êtres humains comme tout le monde. Après on a fait quelques petites erreurs dans notre vie, mais bon, on est comme tout le monde, on a le droit de profiter du sport et du ballon. Ça apaise les esprits. S'il y aurait du sport, plus de sport, il y aurait moins de tension, je pense. Il n'y a que ça qui peut canaliser et éviter les histoires, les embrouilles avec les surveillants, tout ça. Donc quand ils font des projets comme cela, ça peut que calmer la détention. Merci, merci. C'est sympa, vraiment. Un mot là-dessus. Il y en a un qui a un maillot de l'OM. Oui, mais il a quand même voulu nous répondre, il a quand même suivi la séance. Comme quoi, ils ne sont pas si fermés que ça en prison. Un dernier mot là-dessus, c'est vous luttez contre la loi existante en prison. D'abord, merci à Alain Pompine, parce que c'est difficile. Je reste un ancien détenu quand même. Donc, ce n'est pas forcément facile pour un directeur de prison de recevoir une initiative telle que celle-ci. Je ne dis pas toujours du bien de l'administration pénitentiaire, et il représente l'administration pénitentiaire. Malheureusement, souvent les directeurs de prison ne comprennent pas que quand je m'adresse à l'administration pénitentiaire, je ne m'adresse pas aux gens de terrain, mais plutôt aux gens qui sont à la rue du Renard. Et puis, voilà, on a sous les yeux, par quelqu'un de bonne foi, enfin vous êtes journaliste, voilà, vous avez sous les yeux ce que l'on peut faire, ce que l'on peut réaliser. Vous pouvez le voir sur ce qu'on a fait à Fresnes. Là, on fait quelque chose à Nanterre. C'est exactement la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Des terrains de sport. Oui, mais ça, c'est une excuse. C'est-à-dire, par le sport, vous écoutez, c'est les valeurs qui arrivent, c'est le commandement qui arrive, c'est également le respect. C'est-à-dire que vous comprenez, le gars, il ne veut pas sauter une séance de sport.
Donc il sait que si jamais il ne se tient pas tellement à carreau pendant une semaine, et puis il y pense, puis pendant une semaine il va s'entraîner, il va aller plus vite, il va aller faire pour ça, voilà. Donc je suis très très heureux d'avoir entendu dans la bouche d'Alain Pompine que c'est effectivement, très positif. C'est une première chose, et puis j'espère qu'on en fera plus parce que Lyon c'est ma ville. Ouais, très positif et il y a ils ont beaucoup parlé de reconnaissance aussi, le fait que l'OL vienne les voir. On termine avec nous, notre partenariat à nous, OL Image, OL Fondation, avec l'association Sport dans la Ville qui tient à cœur à Henri Lachmann. Depuis longtemps, moi, voilà, ça fait 20 ans. On a formé des jeunes, tous les mois ils nous livrent un reportage et ils nous parlent de leur association. Et là, ils nous parlent d'un tournoi qu'ils ont fait de futsal. Regardez. Pour à ces jeunes de Sport dans la Ville, pour ce reportage qu'ils nous livrent donc tous les mois, rendez-vous le mois prochain, le mot de la fin. Est-ce qu'on peut être positif? Est-ce qu'on peut être optimiste sur la prison? Je me tourne vers vous, Patrick, un dernier mot. L'avenir de la prison. L'avenir de la prison. La prison de l'avenir est dirigée par mon voisin de droite. C'était les prisons du programme 13200 qui sont extrêmement suicidogènes. Hein. Une quinzaine de suicides en 3 ans dans cette prison-là, mais aussi ailleurs. 2014. Mais 0 en 2014. Mais bon, il y a ce phénomène-là de déshumanisation dans les prisons nouvelles à bien comprendre. Et puis la prison de l'avenir, espérons que, comme est née la prison en 1789, elle mourra à un moment donné parce qu'on considérera qu'on a trouvé une meilleure solution pour régler nos problèmes, parce que nos problèmes existent et qu'il faut les régler, mais autrement, efficacement. Merci en tout cas d'avoir accepté de vous réunir ici sur le plateau de LTV. Le combat continue. C'est clair. Merci beaucoup Henri Lachmann aussi d'être partenaire comme ça pour cette association Ensemble contre la récidive. Et bien, nous on se retrouve le mois prochain. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Au revoir.